Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Boomer Turf. Alors nous sommes à Hong Kong, nous sommes dans un endroit très particulier. Nous sommes chez Alexis Badel et Eva, évidemment, pour une petite interview. Savoir un peu comment est la vie pour un jockey à Hong Kong, un jockey français qui plus est, c'est beaucoup plus compliqué que pour les autres. Et Alexis, en tout cas, merci de nous recevoir. Bonjour, merci. Alors je voulais te demander, tu es arrivé ici il y a maintenant 6 ans, et dans quelles circonstances font que tu es venu ici pour la première fois en fait? J'ai entendu parler de Hong Kong. En fait, je connaissais pas Hong Kong. J'ai entendu parler de Hong Kong de la part de mon agent de l'époque, qui était Hélène Barbe, qui m'a dit, voilà, on a fait une bonne saison. Je crois que c'était 2015. J'avais dû faire plus de 100 gagnants. Et, euh, et j'avais donc une possibilité d'application pour Hong Kong l'hiver. Et je savais pas quoi m'attendre. Je me rappelle avoir hésité à faire Cannes-sur-Mer ou être un peu hésitant. Et puis finalement, on a fait une application qui a été validée. J'avais certainement gagné cette année le Gonto Biron à Deauville, Ouais. qui est une course sponsorisée par le Hong Kong Jockey Club. Et donc voilà, donc c'est-à-dire que je me suis retrouvé connecté et on a fait une application qui a été positive et me voilà parti pour un hiver à Hong Kong. Alors le premier hiver, comment t'es resté combien de temps et comment ça s'est passé? Premier hiver s'est bien passé, je suis resté 2 mois me semble-t-il et j'ai dû faire 7 gagnants. Ça s'est bien passé, c'est très dur, tout est difficile à Hong Kong. Mhm. Euh, c'est très compétitif. Et il y avait d'ailleurs cette année-là pas mal de jockeys visiteurs. Donc ça rajoute de la difficulté puisqu'on n'est pas seul. Donc c'est vraiment... ça dépend des années. Il y a des fois c'est plus facile que d'autres ou des fois la compétition est plus élevée. Là c'était dur mais ça s'est bien passé. J'avais bien cartonné. Alors là, on n'est pas tout seul non plus, on a un minou, comment il s'appelle? Ça c'est Cusec. Cusec. On va pas demander l'anecdote parce qu'il faut qu'il s'appelle Kisek. En tout cas, il est très bavard. Ouais, elle est bavarde, Elle est elle bavard. est très sympa, très gentille avec les enfants, demande beaucoup d'attention, mais ouais, effectivement, il y a une anecdote. Bon, on va la garder pour nous. Et donc, tu arrives ici, j'imagine qu'à l'époque, tu n'as pas Kisek. Les enfants sont pas venus avec toi, j'imagine, la première fois. Non, non. On était orphelins. Je parlais pas beaucoup anglais, donc j'ai rapidement appris. Les enquêtes de commissaires sont un peu techniques, hein, c'est vraiment face à un juré une cour martiale, quoi. Ouais. Donc il faut apprendre très vite, il faut être capable de s'exprimer rapidement et de sortir du bourbier, des emmerdes vite, quoi, parce Mm. qu'il y a il y a des mots-clés pour éviter les problèmes, ou au contraire y tomber. Donc voilà. Et parce que quand on est un jockey français, qu'on vient avec ses habitudes, surtout que tu avais monté quand même pas mal d'années là-bas, tu avais énormément d'expérience en France, mais tu t'as trouvé dans un milieu totalement différent, géré par des Australiens, avec des règles très différentes. Au début, tu es un peu paumé quand même, non? Complètement paumé. Je me rappelle sans même parler de la première course, mais le, 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 le déroulement du travail, c'est peut-être un peu fort de dire que tout semble hostile, mais ça, j'ai l'impression d'être dans la jungle, quoi. Mm. Tout va vite, les chevaux sont quand même hyper costauds, tout est basé sur le sprint, les départs de boîte sont les plus... Je pense que les chevaux à Hong Kong et les jockeys sont les plus rapides de la planète. Donc tout ce que je connais, euh, tout ce qui, hum, tout ce qui décrit la façon de monter française est complètement déboussolé à Hong Kong. On est sur quelque chose de plus rapide, quoi. Et tu me disais, il y a aussi le côté réglementaire. Tout s'entraîne sur un champ de course. Tu vis sur l'hippodrome, les chevaux vivent sur l'hippodrome, tout le monde vit sur l'hippodrome. Tu es jugé par des gens qui, bon, ne parlent pas forcément la même langue que toi en l'occurrence. Tu as eu du mal à te faire beaucoup à ces règles, en fait, presque des règles de vie et de conduite dans le peloton, mais jusque dans ta vie. Maintenant, c'est la clé, c'est de s'adapter rapidement. Donc c'est ce qui fait que certains jockeys peuvent rester longtemps à Hong Kong ou au contraire ne pas rester longtemps parce que ça demande un caractère, un type d'adaptation rapide aux règles, aux courses elles-mêmes. Le fait qu'on n'ait pas d'agent, c'est un détail qui change, qui fait énormément
de différence. Donc il y a un travail de fond quotidien. Je fais pas, on a l'impression que monter 2 fois par semaine, c'est plus facile, alors que j'ai tout un travail de recherche de monte, de relations clients, voilà, oui, avec les propriétaires, les entraîneurs. Donc je dois rester au top et je dois maintenir ça toute l'année. Bon, là-bas, j'y étais que 2 mois, donc j'avais un agent, mais l'agent en question attribué par le club s'occupait de plusieurs jockeys en même temps. Ça, je m'en suis aperçu très rapidement. Donc j'ai abandonné l'idée de l'utiliser, et ce qui m'a permis de progresser énormément, notamment en langue, et de comprendre le système au bout de 1 ou 2 semaines, quoi. On m'a expliqué, mais ça je ne l'avais pas compris à quel point c'était vrai, qu'il y a des jockeys qui sont vraiment très forts pour ça, pour la relation avec les entraîneurs. On va pas te donner de nom, mais il y a des jockeys qui vont carrément les voir, enfin, un peu comme Cash à l'époque, ton père a dû connaître ça. C'était très surprenant, et pour nous peut-être, cette attitude, même si on est des jockeys commerciaux et qu'on est freelance, on a besoin de se battre, mais c'est vrai que l'agent le fait à votre place un petit peu en France. Ici, c'est soi-même qui doivent le faire, c'est un boulot qui n'est pas du tout, qui n'est même pas formé en fait. Et c'est exactement ça, et c'est très inconfortable. C'est-à-dire que quand tu arrives ici, tu réalises que les mecs ont booké leurs chevaux pour le mois suivant, sans avoir même de liste, d'engagement, de tels outils pour savoir qui va courir. Le train est en marche, et si tu n'as pas loupé le train, tu restes sur le quai sans savoir ce qui se passe. Et tu t'aperçois que les mecs ont booké leurs chevaux, les jockeys bien sûr. Tout est booké, tout le monde se discute. Alors tu montes quoi dans la telle course, le groupe 3, la classe 2, puis toi tu sais même pas que les chevaux sont engagés. Donc très vite tu débarques complètement désemparé. Euh, Évidemment, quand on est nouveau, on a toujours un peu de momentum. Les gens vous accueillent, vous donnent une chance. Mais ça dépend de qui il y a en face, de combien de jockeys sont là pour visiter. Donc ça va très très vite. C'est vraiment un sentiment de louper le train. Et il faut éviter de le louper. Alors, malgré tout, malgré ces difficultés, tu as décidé à un moment donné, tu es venu pour la première année, donc en 2016, tu me disais, et finalement, quelques années après, tu rempiles, et en plus, tu rempiles à un moment un peu bizarre, d'après ce que tu m'as expliqué. Bien pendant le Covid. Donc je me rappelle avoir été à Hong Kong comme jockey visiteur pendant 3 saisons. Donc la première, j'avais fait 7 gagnants, donc j'avais gagné très rapidement, et puis gagné de belles courses. Donc c'était, dirais-je, c'était bouclé. J'avais cartonné, je pouvais monter léger, j'avais du support. Donc je suis revenu en France, j'ai maintenu mes engagements, et puis j'ai refait une saison en hiver. Ça s'est bien passé. Puis un autre, j'étais d'ailleurs tombé, je m'étais cassé le poignet, mais j'avais bien cartonné également. Et puis je suis rentré, le Covid a frappé. J'étais à Hong Kong quand ça s'est déclenché dans le monde, hein. Donc je regardais les infos en France en ayant un coup d'avance parce qu'on savait déjà, nous, en Hong Kong, l'impact que ça avait. Et puis quand les courses sont fermées en France, j'ai pu refaire une application pour Hong Kong, et puis ils étaient contents de m'avoir toute l'année. Donc j'ai pris l'avion, et on est retourné à Hong Kong pour un début de saison complet ce coup-ci, au mois de septembre. Mais alors, par contre, tu es venu cette fois-ci en famille, et par contre, il n'y a pas de public à ce moment-là. Non. Alors il y a eu, je me rappelle plus comment ça s'est passé, mais on a eu tout d'un coup, quand la vague de Covid a pris Hong Kong de plein fouet, on a eu des courses à huis clos, on a eu des tests quotidiens, on avait gardé seulement les entraîneurs, le personnel irremplaçable, hein, Vous et avez dit, il y avait une bulle des courses à Hong Kong. complètement une bulle. On a couru sous une bulle, on a maintenu les courses, c'était assez incroyable, très bizarre. Mais on est vraiment resté dans une bulle, dans un cocon, afin de maintenir les courses pendant toute la durée de la crise, du Covid au plus fort, quoi. Et puis ça s'est progressivement atténué, jusqu'à ce qu'on réouvre et que la vie redevienne normale. À cette période-là, j'ai l'impression qu'il y a quelques jockeys qui l'ont
peut-être des entraîneurs aussi, mais ça a été moins communiqué. Il y a des jockeys ici qui ont pris cher parce que c'était vraiment des circonstances, enfin, des conditions de travail très très dures. C'était dur parce qu'on est déjà, il faut comprendre qu'on est déjà sur l'hippodrome, logé par le Hong Kong Jockey Club, ce qui est une très bonne chose. C'est un outil très avantageux parce que c'est convenient, quoi, convenient. Mais pendant le Covid, on était donc les uns avec les autres, mais sans avoir la possibilité de s'approcher les uns les autres. C'est-à-dire que ton voisin jockey, tu pouvais pas aller le voir. Non, 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 non. Mais il n'y en a pas eu un qui a eu un problème d'ailleurs avec ça. Il n'y a pas eu, il n'a pas eu un jockey qui a été exclu à cause de ça. Oh bah, si, on a eu jockey entraîneurs qui ont eu de grosses amendes pour avoir enfreint les règles et être revenus positifs au Covid. Et on s'est aperçu que les mecs avaient eu des relations où s'étaient approchés. Voilà. Donc ça avait un impact Ils colossal. étaient allés voir des clients en ville ou l'inverse, je sais plus. Oui, oui, c'était pas incroyable, mais toujours est-il qu'ils sont rentrés positifs. Et ça, le club avait été très clair, que c'était sous la menace de la Chine d'arrêter les courses si jamais on ne pouvait pas maîtriser l'infection. Donc il était primordial pour nous de rester séparés les uns les autres. On le savait, on signe un contrat avec le club, donc si vous voulez, on n'ignorait pas les règles, mais ça a été très sévère. Alors après, toi, tu as eu un petit peu un truc qui t'a peut-être aidé. Si tu avais Wellington, enfin, en dehors de ta famille, bien sûr, hein, Eva, enfin, ne dis pas de bêtises. Mais il y avait il y a Wellington aussi qui t'a aidé. Enfin, Richard qui était là, j'imagine que vous aviez des bons rapports. Et puis Wellington qui était vraiment un sprinter exceptionnel et qui t'a, bah, je sais pas d'ailleurs, est-ce que ça t'a vraiment permis de monter d'un cran? Bah oui, Wellington. Alors Wellington, je l'ai débuté à Hong Kong pendant mes années de mes années visiteurs. Donc j'ai mis les pieds j'ai mis les fesses, dirais-je, sur Wellington quand j'étais là pendant 2 mois. Donc je l'ai perdu en revenant en France et je l'ai récupéré l'hiver suivant quand je suis revenu. Et à nouveau quand j'ai décidé de venir à plein temps. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Euh, Richard, à l'époque Gibson, a été très cool de me redonner le cheval. C'était entre Zach Burton et moi. On l'a tous les deux monté. Et j'ai récupéré le cheval. Et puis voilà, il est devenu top sprinter à Hong Kong. J'ai toujours su qu'il était très bon, mais il fallait pouvoir le remonter, quoi. Donc après... Parce qu'il était pas forcément simple à monter. Non, non, il était difficile. Il avait beaucoup d'influx. Il était difficile, délicat, très sensible, très chatouilleux. Je dis chatouilleux parce que je me rappelle quand je le trailais ou que je le galopais, il fallait sans arrêt que j'ai un pad en mousse, un truc qui couvre mes jambes, parce que sinon il partait en ruade, absolument, il faisait le dos rond, quoi, mais il pouvait éjecter n'importe quel mec au moment où on montait dessus, ou alors dans le rond de présentation, je me rappelle, quand je montais dessus, il fallait le connaître et mettre les pieds dans les chausser les étriers de manière très délicate, sinon il partait complètement en vrille et il pouvait se déférer, se renverser ou t'éjecter dans le public, sans problème. Et même en course, il était un peu délicat. Tu pouvais pas faire ce que tu voulais, je crois, parce qu'il fallait tout le temps que tu viennes sur les autres. Fallait vraiment pianoter. Oui, il avait 200 mètres d'accélération brutale, mais après, il regardait, il s'arrêtait. Ça m'est arrivé de gagner un groupe 1, il m'avait sauté une ombre au 200, quoi. Il m'avait carrément sauté une ombre, comme un 2 ans à Chantilly qui saute le passage de route, quoi. Donc il était délicat, mais il avait beaucoup de potentiel, donc ça gommait pas mal de ses défauts, évidemment, et de sa personnalité. Donc, non, non, c'était un cheval hors du commun, et ça m'a évidemment beaucoup aidé pour Hong Kong, donner une, des gagnants de groupe 1, c'est quand même difficile de gagner des courses normales à Hong Kong, mais les groupes 1, c'est autre chose. Et j'ai aussi, il y a autre chose ensuite que tu avais eu, c'est que tu avais eu, enfin, le derby, t'étais pas vraiment, quand tu as démarré le derby avec Voyage Bubble, qui depuis a fait pas mal de choses, tu étais plutôt en position d'outsider, tu n'avais pas beaucoup monté le cheval. Comment ça s'était passé? Bah, le derby, c'est assez incroyable parce que je revenais d'une chute. Donc, j'étais pas très fit. J'avais récupéré depuis peu. Je montais pas à Wellington ce jour-là. C'était Ryan Moore qui l'avait récupéré. Donc, c'était assez frustrant. Et j'atterris sur Voyage Bubble. J'avais plusieurs chevaux dans le derby que j'aurais pu monter.
Et puis ça s'est mal goupillé, j'ai pas eu l'occasion, je les ai pas eus. Et je me retrouve sur Voyage Bubble avec un numéro à la corde qui est mauvais. 14. J'avais le 14, qui semblait mauvais au papier, mais qui me paraissait être un bon numéro. Parce que je savais que j'allais euh, aller devant ou le reprendre. Et c'est un cheval qui avait gagné le Classic Mile de bout en bout, qui avait échoué dans la Classic Cup de bout en bout. Et ce coup-ci, pour le derby, on décide de se mettre dernier. Je me mets dernier dans une course qui va au galop de chasse. C'était atroce. Et je le mets dernier, le cheval est content, il prend pas le mort, il respire bien, il est cool, il est relax. Et puis à peine on sort du premier tournant, je me dis c'est pas possible, je peux pas rester derrière dans une course qui va si doucement, je peux pas. Je me fous du résultat, mais je peux pas rester. Je veux rentrer chez moi sans regret, je laisse glisser. Et j'ai déboîté. On était à peu près à 1800 mètres du poteau, quoi. On sort du premier tournant. Donc personne n'envisage de me contrer, de dire quoi que ce soit avec ce mouvement. Et je me retrouve sur la ligne des chevaux de tête, tranquillement, en troisième épaisseur, là, sans faire d'effort, avec un cheval qui a été détendu et qui se retrouve avec plein de ressources à l'entrée de la ligne droite. Et puis, avec la tenue, je me retrouve à aller au bout et je gagne. Je bats le favori et un cheval qui m'était destiné aussi, que j'aurais pu monter la course d'avant. Donc, c'était assez inattendu. Et alors après, comment ça se fait que tu n'as pas gardé cette montre? Parce que bon, bah, tu avais fait un petit miracle en définitive. Je l'ai remonté le coup d'après. Il avait un souci de genou, Voyage Bubble. Il a eu une opération du genou, il n'était pas bien. Donc j'ai monté le cheval pas bien après. Et j'ai fait sa course de rentrée. Il a pas mal couru. Et après, je me suis fait virer parce que c'est comme ça qu'il procède à Hong Kong. Il y a pas de... On garde jamais les chevaux très longtemps. Quand ils sont battus une fois ou deux, ça suffit pour changer de jockey. Quels que soient les miracles ou les résultats ou les... C'est rare de les garder très longtemps. Et voilà, donc j'ai pas échappé à la règle. D'une certaine manière, le fait d'être un fusible permanent comme ça, est-ce que ça te donne une certaine liberté de conscience, on va dire, ensuite, quand tu vas chercher des montres? Bah oui, il faut appliquer la même règle. Je me rappelle quelquefois avoir été un peu tendre, avoir privilégié des relations longue durée ou des associations. Et je me rends compte que ça ne marche pas comme ça. C'est important d'être correct, d'être réglo, mais il faut monter le meilleur cheval disponible quand il est disponible. C'est-à-dire que tu fais ta carrière, tu la montes toi-même pour toi, tu montes ta course, si j'ai envie de dire. Mais il faut être clair sur ce fait-là, quoi, en fait. Ben, c'est-à-dire que il faut penser à soi, il faut monter le meilleur cheval quand il est dispo, il faut faire des gagnants. Les gens ici à Hong Kong veulent des jockeys qui font des gagnants. Et le seul moyen d'être libre, d'avoir la tête un peu relax et de pouvoir faire ce que tu veux, hein, d'avoir la liberté de monter les courses sereinement, ce qui engendre des gagnants, c'est de monter des gagnants. Les gens veulent des gagnants, c'est la clé. Il n'y a rien d'autre qui marche. Ouais, donc il faut vraiment faire son trou de soi-même et pas s'occuper du reste. Et les relations à long terme, ça c'est bien pour la ville. Mais par contre, quand on est à la guerre, il y a plus de, il y a plus de, c'est différent. Ben oui, surtout qu'on est là, on parle de course de handicap. Donc la forme des chevaux change d'un numéro de corde à un autre. Donc la différence entre le premier et le cinquième, c'est le numéro de corde, à Pied-Valais notamment, partout d'ailleurs. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... On ne se rappelle pas de vous parce que vous êtes fidèle ou parce que vous... Ici, c'est la loi du plus fort. Donc il faut être le plus fort pour faire le bien. Mais alors, ce qui est marrant quand même, c'est que vous êtes tous donc logés à la même enseigne, mais littéralement, c'est-à-dire que vous êtes tous comme ça, vous travaillez tous, je veux dire, en mercenaires, c'est très dur. Il faut mettre son ego de côté, il faut y aller tous les jours. Et en même temps, vous habitez tous quasiment dans le même immeuble. C'est bizarre comme principe. Ouais, c'est très bizarre, il faut s'y habituer, mais bon, non, c'est très bizarre. On s'y habitue parce que ça permet d'aller le matin à la piste plus tôt. Bon, on a un bon groupe quand même. La plupart des jockeys, des collègues sont des bons gars. Je dois avouer qu'on a un des meilleurs groupes que j'ai vu, un groupe de jockeys, hein, que j'ai vu depuis longtemps. Tout le monde s'entend bien en dehors des courses. Il nous arrive d'avoir un souci pendant les courses, mais les règles sont suffisamment strictes pour que les commissaires
règle les conflits désamorce les conflits avant même que ça arrive. C'est-à-dire qu'on risquerait pas d'avoir des soumis au boudot, des choses comme ça ici, ça pèterait avant. Impossible. Ça pète avant. Les commissaires désamorcent et puis on n'a pas le droit au contact, on n'a pas le droit de monter les uns contre les autres. Euh, les courses vont trop vite, les courses sont trop difficiles à gagner. Ça marche pas comme ça. Enfin, j'en ai vu une l'autre jour, là, c'était Seraf Gabriel avec Bentley, là, quand il était au Flouk en dehors de lui. Enfin, je pense qu'ils n'ont rien dit, les commissaires, parce que Oswald Flouk, en fait, a fait que garder sa place. Oui, j'ai Tu vois pas ce que dit, je veux dire j'ai pas dit que ça n'arrivait pas, mais dans l'ensemble, j'ai des frustrations et je peux pas les exprimer sur la piste. Hein. Alors qu'en France, je pourrais rendre l'appareil. Il y a une notion de respect à pas toucher. On marche pas sur les pieds des autres et puis on essaye d'éviter les plates-bandes du voisin, quoi. Ici, ça marche pas. Quand on a fait une bêtise, c'est souvent réglé chez le commissaire très rapidement. Alors, on a commencé tout à l'heure par les commissaires. On va y revenir parce que toi, tu m'as dit l'autre jour, on avait discuté de ça et tu m'as dit j'ai vraiment pris cher chez les commissaires ces temps-ci ou à tel moment. Est-ce que tu as plus de mal que les autres à t'y faire ou c'est juste parce que tu pas, je sais pas, on va dire, est-ce que tu as vraiment, tu penses que tu es plus compliqué à gérer pour les commissaires ou c'est simplement parce que, je sais pas, prends plus de risques? Non, je, je pense que j'ai été légèrement, à certains moments de ma carrière, quand j'ai été mise à pied, comme là au mois de décembre, j'ai pris 3 mises à pied consécutives. Il y a une notion d'aggravation à cause de la fréquence. Si vous avez plusieurs mises à pied consécutives, il va y avoir un élément aggravant qui va augmenter le penalty, la sanction, quelle que soit la faute. Donc il y a un élément d'automaticité qui s'applique. Donc il faut faire gaffe à ça. Donc là, premier élément aggravant. Deuxième chose, je pense que à ce moment-là, j'ai été légèrement victime d'une inconsistance des commissaires qui ont été un peu plus sévères qu'à la moyenne. Donc si on ajoute à ça l'élément aggravant automatique, j'ai tout d'un coup, pour des petites erreurs, des espèces de, de, de contact avec des jockeys qui étaient vraiment juste inconvénients plutôt que de graves fautes, j'ai été lourdement sanctionné. Donc ça, il y a un élément de chance quand même et de timing qu'il faut gérer et il faut essayer de faire gaffe. Mais ça arrive beaucoup plus vite qu'on croit. Euh, Certains jockeys, par exemple, réagissent pas bien à un élément dans une course, à un événement, et vont se retrouver à avoir à reprendre. Et les commissaires ne prennent pas en considération cet élément d'anticipation qu'il aurait fallu avoir. Donc, un mec comme moi qui pourrait me laisser couler en souplesse et voir comment dirais-je, un incident de course, ça va passer inaperçu. J'ai quelques collègues qui ne voient pas le coup venir, tout d'un coup ils reprennent brutalement. Bon, bah alors là, vous n'y échappez pas. Vous allez prendre la sanction. Donc, il y a des mecs qui font prendre des mises à pied plus que d'autres. D'accord. Parce qu'ils se foutent dans les mauvais coups. Vous voyez? Oui. Et donc, tu es tombé là-dessus, et en plus sur un changement un petit peu de méthode, on va dire, des commissaires, ou bien de simplement, à un moment donné, vous étiez plus sévère. Il y avait eu des soucis quand il y a eu la nouvelle équipe de commissaires qui s'est mise en place avec Marc Van Gestel. Alors, ça c'est apparemment, Purton a hurlé au début, si je me souviens bien. Lui qui a généralement pas trop de problèmes avec les commissaires, si j'en crois les enregistrements. Et là, ça s'est calmé un peu. Ça s'est calmé un peu. Ça s'est calmé un peu. D'ailleurs, après moi, cet hiver, ça s'est un peu calmé. Il y a eu un ou deux incidents de course qui ont été impunis, quelques collègues frustrés qui se sont plaints, et tout d'un coup, ça s'est transformé en... C'est tombé sur moi un peu plus fort. Bon, c'est la loi ici. Si c'est pas moi, ce sera un autre. Mais quand ça tombe sur moi, ça fait mal. Ouais, parce que par contre, ça pique tout de suite, hein, parce que c'est plus les mêmes sous après. Ben, c'est-à-dire que j'ai pas monté pendant un mois, pendant le mois de décembre. Pendant un mois, j'ai pas mis les pieds aux courses. Donc j'ai loupé un mois. Les gagnants sont durs. Retrouver un momentum, c'est pas facile. Et puis quand vous donnez les chevaux à d'autres mecs et puis qu'ils gagnent, ils vont avoir tout d'un coup 3, 4, 5 gagnants de plus parce que
les gens vont leur donner plus de support. Donc quand vous revenez, il faut redémarrer la machine. Et ça prend du temps. Et il faut faire gaffe aux frustrations, parce que les frustrations engendrent des mises à pied, parce qu'on essaye de gagner plus fort, on essaye de provoquer la chance, et ça devient délicat. Moi qui suis les courses maintenant de façon assez due ici, c'est en plus avec comme tu le disais, avec des numéros de corde un peu pourris, tu te retrouves dans une situation impossible. Si tu as des chevaux pardon, qui sont attentistes, c'est comme si parfois c'était. Parce que le coup pour un voyage bubble, il y en a des dizaines qui restent derrière. Et notamment sur les distances qui sont courtes, où euh, là, le gazon était à peu près bien pendant l'hiver, plus long, plus souple, donc ça donne un peu plus de chances régulières pour tous les partants. Mais là, on arrive dans la fin de saison, le gazon est un peu fatigué, plus court, il fait plus chaud, il fait humide. Tout d'un coup, on va beaucoup plus vite. Les chevaux attentistes n'ont pas l'ombre d'une chance. J'ai remarqué c'était flagrant. C'est-à-dire que jusqu'au printemps, pas au printemps, jusqu'à février, on pouvait encore se sortir en venant derrière. Et après, c'est devenu absolument impossible. C'est-à-dire qu'on court sur du carrelage, quoi. Donc, les chevaux qui vont devant, à Happy Valley, 1200 mètres, quel que soit le numéro, il faut essayer d'avoir des chevaux qui peuvent se placer en tête, près du rail. Et quelle que soit la vitesse à laquelle on va, c'est difficile de refaire du terrain. Donc ça devient très très difficile avec les numéros de corde de se placer correctement sans risque. Alors là, ça se passe pas mal. Tu as gagné 2 courses au mercredi. Une très jolie dans la dernière. C'était le cheval que j'avais donné en plus, donc bravo. Ouais. 13 contre 1 en plus. Merci du cadeau. Et qu'est-ce que je voulais dire On va partir de dimanche. Dimanche, tu as quelques montes intéressantes. C'est pas, dans les grandes courses, c'est pas forcément évident. Mais raconte-nous un petit peu quelles sont tes meilleures chances pour dimanche, d'après toi. Eh bien, Tiens. eh bien dimanche, j'ai 2 chevaux avec lesquels je viens de gagner, qui selon moi ont la marge pour répéter, je l'espère. Mhm. C'est Big Return dans la course numéro 2, un cheval de 1600 mètres qui a bien accéléré le dernier coup. Donc avec le changement de vitesse, j'ose espérer qu'il peut répéter. Moi, je l'aime bien. Et dans la course 3, Better and Better. Je viens de gagner avec. C'est un cheval qui a un bon rating. Maxime l'avait monté d'ailleurs. Je l'ai demandé après son départ. Vous voyez, on parlait de boulot d'agent. Maxime est parti en France, est rentré en France. Et ben, j'avais demandé de récupérer le cheval un mois avant et je l'ai eu. Il a gagné. Donc j'espère qu'il peut répéter. Better and Better. Course 3. Le reste, ça paraît un petit peu plus compliqué. La dernière, Six Pack, est pas mal pour une bonne place. Oui, Sixpack, il a fait l'arrivée avec. C'est pas toi qui montais ici le jour où ils sont un peu grimpés avec qui ils sont entrés en contact déjà. Non, c'est une autre. C'était C'est la course d'avant. c'était la course Caris. d'avant. C'était Caris, c'est ça, voilà. Et dans les grandes courses, qu'est-ce que tu vois? Bon, Kyle Rising, dans la cheval d'exception, je pense pas que ça va être dans le sprint, tu vois une possibilité. Non, dans le sprint, je vois pas comment Kyle Rising peut être battu. S'il fait sa course, c'est que tout va bien, évidemment. Euh, dans le 1600 mètres, bon, il y a du japonais, évidemment. My Wish, c'est quand même pas mal, hein. J'aime bien My Wish. Et puis, sans surprise, Romantic Warrior, ça va être une belle course, mais je vois pas comment il peut être battu. Sozi, tu l'as vu cette semaine un petit peu? Tu as regardé ce qu'il a fait un peu? J'ai regardé, je l'aime bien, Sozy, je l'aime bien, mais je sais pas si ça suffit pour battre le champion. Parce que l'autre sur 2000 mètres, il a fait une carrière quand même qui est assez exceptionnelle. Tout ce qu'il a pu courir à droite à gauche, enfin, j'en ai vu quelques-uns, mais celui-là, il est quand même. Je pense pas qu'un cheval français, par exemple, aurait pu faire une chose pareille, même en étant aussi bon que lui. Non, je sais pas. On va bien voir, hein. Il va pas rester invaincu toute sa vie, mais pour le moment, je vois pas. Il est pas. Il est au-dessus du lot, quoi. Et du coup, toi, tu es là. Ça fait donc maintenant, tu me disais, ça fait 7 ans que tu es là. Ça va faire 7 ans. Ça fait notre 6e saison qui va se terminer au mois de juillet. Et comment tu vois l'avenir du coup? Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Comment je peux- Une bonne question. Non, la France me manque beaucoup. Je suis très nostalgique de monter en France. J'adorais monter en France. J'adorais les entraîneurs pour qui je montais, les propriétaires pour qui je montais. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. J'ai quitté la France avec une
comment dirais-je, avec une carrière qui allait bien, hein. Je ne suis pas parti par dépit, mais j'ai tenté un truc qui allait marcher et c'était le bon moment. Mais je serais ravi de remonter en France. Là, pour le moment, je vais essayer de viser ma 7e saison pour avoir le, la résidence permanente à Hong Kong. C'est quand même dommage d'avoir été jusqu'ici sans l'avoir. Donc je vais le faire, ça c'est sûr. Et puis après, on verra. Je suis bien à Hong Kong, ma famille est bien à Hong Kong. On verra. J'ai pas d'objectif. Le but, c'est de rester à Hong Kong le plus longtemps possible, mais je remonterai certainement en France un jour. Ça, c'est probable. Mais pour les enfants, par exemple, tu me disais qu'ici, c'était assez. Enfin, pour eux, c'est assez bon aussi par rapport à une éducation plus traditionnelle en France. Évidemment, bon, ça, c'est un autre sujet, mais je pense que le niveau à Hong Kong est plus élevé qu'en France. C'est pas difficile à, c'est pas difficile à observer. C'est pas une surprise, selon moi. J'ai la petite qui va à l'école internationale, qui parle plusieurs langues. Elle a beaucoup de devoirs. Enfin, c'est pris au sérieux. En France, c'est pas sérieux. Donc, pour le moment, c'est une des raisons pour lesquelles je suis ravi de les avoir à Hong Kong. C'est que je sais qu'ils vont partir dans la vie avec un avantage incroyable. Ils vont avoir vu voyager, ils vont avoir vu beaucoup plus. Euh, et puis niveau langage, elle parle anglais, français, absolument parfaitement, quoi. Donc déjà, c'est incroyable. Alors si j'arrive à les avoir qui parler couramment en chinois, c'est encore un autre sujet, un autre débat, mais ce serait une chance incroyable. Donc voilà, déjà rien que pour ça, c'est top. Et avant de venir ici, ou même depuis, quand tu as pensé à venir ici, ou quand tu penses à ta reconversion plus tard, est-ce que tu en parles à des jockeys qui sont venus ici avant? Je pense à Gérald ou à Olivier Deleuze ou à d'autres comme ça qui t'ont donné des avis sur la question. Non, j'en ai parlé à personne parce que je les observe. Je vois bien Gérald qui a remonté en France après ses années à Hong Kong, qui a décidé d'être entraîneur après un certain temps. Donc je vois bien, j'ai bien un scénario comme celui-ci en tête évidemment, mais voilà, j'ai pas encore décidé. Je pense que pour le moment c'est Hong Kong le plus longtemps possible, et après on avisera. Et donc, en fait, ici, t'as trouvé un peu ton équilibre ici, en définitive. Malgré ces conditions très particulières, les méchants commissaires, les gens qui parlent qu'anglais, etc., tu t'en es quand même pas mal sorti. Je m'en suis très bien sorti, je suis ravi. C'est un beau parcours. J'ai fait mon 300e gagnant donc à Happy Valley mercredi, sous l'œil des médias français, ça c'est cool. Voilà. Non, non, on est établi, on est bien. On adore la culture asiatique. Je me sens hongkongais, vraiment. Et voilà, il y a des hauts et des bas, il n'y a rien de facile, hein. En France, à Hong Kong, ça pourrait être au Japon, ça pourrait être n'importe où ailleurs. Je pense il y a des avantages et des inconvénients. Il n'y a rien de facile, mais pour le moment, on se débrouille bien. Et une dernière chose, quand les courses te laissent quelques minutes et que tu n'es pas rentré en France comme tu le fais tous les étés, je crois maintenant, qu'est-ce que tu aimes faire ici pour te changer la tête? Qu'est-ce que vous aimez faire pour faire autre chose, en fait? Du sport, du shopping, on aime la nourriture, j'aime jouer au golf. Ça prend pas mal de temps le golf, je vais pas mentir, ça prend pas mal de temps. J'essaie de jouer une fois par semaine, mais vraiment, j'invite tous les gens qui écoutent le podcast à s'intéresser à Hong Kong, pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est vraiment surprenant. La qualité, l'efficacité dans ce pays, c'est absolument incroyable. La nourriture est vraiment top. Euh, Quand je rentre en France, j'adore rentrer en France. On va rentrer en France cet été, donc je serai à Deauville au mois d'août. Mais après 2 semaines, je meurs d'envie de revenir et manger une soupe chinoise, quoi. C'est de la cuisine au beurre, ça va 5 minutes. Bah, ça va 5 minutes, quoi. Mais voilà, la variété asiatique en termes de bouffe, c'est quand même extraordinaire. Et ça nous manque à chaque fois qu'on part, quoi. Un peu de shopping, c'est cool, c'est moderne, les shopping malls sont bien. C'est sympa pour se changer les idées. Il y a beaucoup de sport, j'aime bien un peu la boxe, j'aime bien courir. Euh,
non, tout est à portée de main, c'est quand même vachement dynamique. Et puis l'intérêt de s'intéresser à Hong Kong aussi, enfin, je trouve moi que les courses, quand on commence à s'y intéresser, on a beaucoup de mal à suivre les courses d'ailleurs parce que c'est tellement vivant. Alors même si vu de l'intérieur, c'est pas un peu particulier, le résultat est tellement spectaculaire, vivant et amusant à parier que on a du mal à s'intéresser aux autres. Ouais, c'est comme le métro avec les couleurs, les lignes, c'est super facile. Une fois qu'on a mis le nez dedans, on se rend compte que c'est assez addictif. Je suis d'accord. Donc vraiment, j'invite les gens qui écoutent le podcast sans savoir ce qu'Hong Kong représente. Il faut s'y intéresser, peut-être faire un voyage, parce que j'ai beaucoup d'amis qui viennent en Thaïlande, en Asie, sans même avoir mis les pieds à Hong Kong, et je trouve ça absolument scandaleux. Merci Alexis, on va essayer de partager ce scandale. On croise les doigts pour la fin de la saison et pour les saisons suivantes et pour les 300 prochaines victoires à Hong Kong. Salut Alexis. Salut, merci beaucoup.